Bonjour. Nous allons aujourd'hui retourner à Bordeaux avec un Pessac-Léognan, un cru classé, le château Bouscau, sur la commune de Cadojac. Dans un an, en 2027, les Bordelais vont fêter le 40e anniversaire de l'appellation Pessac-Léognan, qui, dans le contexte de l'époque, s'explique assez bien. Bon, avec le recul, est-ce que ça a beaucoup changé le commerce, la commercialisation de ces vins? Je n'en suis pas persuadé. Je vous en ai déjà parlé. Je crois que ce qu'ils en ont gagné d'un côté, on a perdu de l'autre. C'est-à-dire qu'en mettant en avance le secteur nord de la région des Graves, on a un peu plus enfoncé le sud. Disons que quand les affaires marchent, n'est-ce pas, tout le monde est fébrile et imagine des tas de choses. Et aujourd'hui, avec un marché en repli, c'est beaucoup plus compliqué. L'appellation Pessac-Léognan, eh bien, si on en parle, il faut quand même parler d'André Lurton, qui est décédé il y a quelques années, et qui est à l'origine de la création de l'appellation Pessac-Léognan, donc en 1987. C'était quoi les raisons? Officiellement, ça aurait été de bloquer l'urbanisation de l'agglomération bordelaise au sud, pour ne pas risquer d'empiéter sur l'appellation. Cette histoire n'est pas très claire parce que, si vous voulez, j'en avais discuté il y a bien longtemps avec Jacques Marly, qui était l'ancien propriétaire de Malartic-la-Gravière, et qui m'avait expliqué que c'est pas parce qu'on est sur une appellation que ça devient inconstructible, si vous voulez. C'est une histoire assez compliquée. Toujours est-il que c'était quand même une des motivations initiales, et puis André Lurton, bien sûr, propriétaire du château de la Louvière, ça incluait dans l'affaire, parce que c'est sur la commune de Léognan. Et puis aussi, il a bénéficié naturellement de l'appui très important de Aubryon et de la Mission, qui à l'époque déjà appartenaient au même propriétaire. Bon, on va peut-être pas épiloguer à l'infini, simplement on peut un petit peu sourire en pensant sur le choix du nom, Pessac-Léognan, parce que finalement il y a plus de communes qui sont concernées, comme Talence, puisque c'est là où se trouve la Mission, Cadojac, c'est Bouscau, etc. et Martillac. Il fallait bien choisir, on ne pouvait pas ne pas mettre Pessac, puisque Aubryon est sur la commune. Et puis Léognan, c'est quand même la commune qui rassemble le plus de crus classés, donc finalement c'est une certaine logique. Parlons donc de Bouscau. Bouscau, c'est parler aussi de la famille Lurton, puisque ça appartient à cette dynastie, je crois que le mot n'est pas trop fort. Les Lurton, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, c'est aussi Bran Grantnac du Fort Vivens, Aubage libéral, et puis jusqu'à peu de temps, Bérénice Lurton, qui gérait Climas, sur la commune de Barsac, et qui maintenant est en retrait. Elle avait un contrat de conseil, si vous voulez, de 3 ans après la cession du domaine avec les nouveaux propriétaires, les frères Moitry. Donc ça arrive échéance, alors elle va peut-être prendre son envol et faire autre chose. Nous verrons bien. Bouscau, c'est une 50aine d'hectares, avec une dizaine d'hectares en blanc, ce qui est d'ailleurs une surface relativement importante en Pessac-Léognan, en blanc je parle. Il n'y a guère que Carbonieux qui est plus vaste. Les deux couleurs ont été classées dans les années 50. Donc ce sont les héritiers Lurton qui gèrent le château aujourd'hui. Là, il faut savoir qu'à une époque, Bouscau produisait beaucoup plus de blanc que de rouge. Et avec le changement de consommation des gens, où les rouges sont un peu délaissés au profit des blancs, il n'est pas impossible qu'à Pessac-Léognan, ils cherchent à étendre leurs vignes blanches. Mais tout le monde n'a pas la même philosophie, notamment Olivier Bernard au domaine de Chevalier, qui veut rester sur une petite surface de blanc pour en avoir quand même, en faire des vinifications un peu artisanales. Il ne fait d'ailleurs que reprendre la philosophie de Claude Ricard, le propriétaire précédent. Ceci étant, il y a quand même 2 châteaux importants qui ne sont qu'en rouge, c'est Aubailly et les Carmes Aubryon. Tout petit domaine, qui est une coqueluche bordelaise avec des prix quand même un peu délirants. Nous allons goûter ce château Bouscau dans le millésime 2015 que je vous ai présenté à propos du château Potensac, ce grand millésime un peu en retrait commercialement à cause du 2016 qui a été évidemment une réussite remarquable.
Au point de vue encépagement, on est à plus de la moitié en Merlot, plus d'un tiers en Cabernet Sauvignon et un peu de Malbec, ce qui est assez rare en fait à Bordeaux. Le Malbec est un cépage traditionnel mais toujours d'appoint. L'atout en blanc de Bousco, c'est qu'il y a un affairement calcaire très qualitatif pour les blancs. Et je pense que Bousco pourrait bien chercher à étendre ces vignes blanches dans les années qui viennent. Il faut noter d'ailleurs qu'en matière de blanc, où l'encépagement est classique, Sauvignon-Sémillon, le domaine profite de vieilles vignes de sélection massale sur les sémillons, ce qui est un plus et qui peut-être permet à Bousco d'échapper à une certaine standardisation des blancs secs du secteur. Nous allons donc goûter ce château en vous rappelant qu'en 2024, le domaine est passé en bio. Le second vin s'appelle Les Chênes, mais autrefois, l'étiquette de repli était Château Valoux, qui est une propriété qui existe toujours et qui leur appartient. Mais à l'époque, je vous avais expliqué que les châteaux faisaient ça, ils avaient un cru sur un terroir, sur la même appellation plus modeste, et qui servait de second vin. C'était le cas de beaucoup de châteaux, notamment à Braine-Cantac, qui s'appelait Domaine de Fontarnay. Le château donc Valoux existe toujours, et c'est aussi un château qui a développé l'énotourisme avec notamment des gîtes. Nous allons donc goûter ce Bousco 2015 qui a donc 10 ans et qui doit être quasiment à son apogée. Belle robe soutenue qui commence à se tuiler avec de délicieux arômes de fruits rouges. On oscille entre la groseille et la framboise. La robe est un peu trouble. Alors il faut savoir quand même que 2015, c'est du soleil. Ça inaugure ces grandes années solaires et là on est à 14 d'alcool, ce qui est quelque part trop. Et ça, c'est le problème aujourd'hui du réchauffement climatique. Des notes un peu crémeuses. De cacao, mais très subtil. Et puis aussi, comme souvent, des notes de rose. Jolinet bien intense. Très belle concentration, hein. On est dans un grand millésime. Le vin entame son apogée. Il n'y a pas le feu, mais il est excellent à goûter actuellement. Alors, je voudrais un petit peu changer de sujet suite au Dry January. Bon, moi personnellement, vous imaginez assez bien ma philosophie, c'est peu mais bon. Chacun, bien sûr, voit les choses à son idée. Je vais vous parler de l'addiction. Voilà, alors l'addiction, on en parle beaucoup, vous savez, ça concerne des tas de choses. Tabac, alcool, le jeu, ça peut être le sport aussi, ou le soleil, ça peut être des choses assez inattendues. Alors, je vais vous faire un retour en arrière des années 70. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'époque, si vous voulez, le gros problème de ce qu'on appelait les drogues dures à l'époque, c'était l'héroïne. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de cocaïne et d'autres molécules synthétiques. L'héroïne commence à faire des ravages, et donc on ouvre des centres de désintoxication avec des succès mitigés, parce que s'il est relativement facile, médicalement parlant, de sevrer une personne, ça c'est pour le corps, mais le sevrage psychologique est bien plus compliqué. C'est bien pour ça qu'il y avait à la sortie énormément de rechutes. Dans ces années-là, un docteur, Claude Olivenstein, s'intéresse de près au sujet. Une des raisons d'ailleurs, c'est que dans sa jeunesse, il a justement un petit peu tâté de tous ces produits assez dangereux. Et finalement, il en a tiré des leçons positives pour s'occuper donc des personnes dépendantes. Il avait ouvert un centre à Paris qui s'appelait le Centre Marmottan. Et à travers son travail, il a réfléchi, si vous voulez, aux causes
et plus exactement, qu'est-ce qui rendait les gens fragiles vis-à-vis de ces addictions. Alors il a établi un petit schéma qui, je crois, aujourd'hui est encore intéressant et même assez valable, qu'on appelle le schéma en triangle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, il y avait 3 paramètres: un produit, une personne, un milieu. Et ce schéma-là, finalement, je pense qu'il est encore très valable et productif aujourd'hui pour les gens qui s'occupent des intoxications de personnes. Alors, bon, le produit, on comprend vite, hein, un produit pas cher et facilement accessible, ça cartonne. C'est tout le problème de la cocaïne aujourd'hui. Le milieu. Alors, le milieu, il faut comprendre un milieu professionnel, mais aussi entourage, etc., etc. C'est très facile à comprendre. Quand vous êtes entouré de gens qui vous incitent à certaines expériences, c'est plus difficile de résister que si on ne vous en parle jamais. C'est un peu schématique, mais c'est quand même ça. Et puis la personne. Alors ça, la personne, bah, évidemment, c'est central. Car nous sommes inégaux, si vous voulez, face aux addictions. Il y a des raisons qu'on pourrait classer de génétique. Il y a des gens qui ne tomberont jamais dans les addictions et d'autres qui sont beaucoup plus fragiles. Et malgré le contexte social de la personne, il y a des éléments individuels. Il n'en reste pas moins vrai, et heureusement, que chaque personne a face au risque un libre arbitre. Le libre arbitre passe peut-être un peu trop sous le tapis quand on parle de tout ça. Alors, je vais vous prendre un exemple qui paraît un peu, comment dire, rustique, simplificateur, enfin, etc. Vous roulez en voiture, hein, c'est dans une périphérie d'une grande ville, la nuit tombe, il n'y a pas grand monde, etc. Et vous voyez le feu tricolore qui passe rouge, et vous vous arrêtez. Et moi, je suis sur le trottoir, et j'ai dit « Oh, salut, ça va ?» J'ai dit « C'est moi, Max, qui fait les vidéos. » Alors vous dites « Ah ouais, d'accord, super, etc. » Donc on se met à discuter, et puis je dis à la personne « Mais écoute, attends, viens, je vais te montrer un truc, sors de ta voiture. » Sortez de la voiture, et je vous amène devant le capot. Et je dis « Mais tu vois une barrière là ?» Alors je me dis « Mais non, il n'y a pas de barrière. » Je dis « Mais alors pourquoi tu passes pas au rouge ?» Voilà, donc vous voyez, c'est très 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 schématique. Mais c'est ça le libre arbitre, c'est que vous avez le choix. Et donc l'addiction, c'est quand on n'a plus le choix, c'est tout le problème. Voilà, à bientôt.